Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 décembre 2016. C'est donc la dernière séance de l'année. Ce sera également ma dernière émission de l'année. J'en profite pour vous souhaiter à tous les meilleurs vœux pour 2017 de ma part mais également de la part de toute l'équipe de CMC Markets. Le titre du jour est fin d'année dans le calme puisque nous avons une volatilité qui reste relativement faible. Nous avons quand même eu un décalage haussier sur l'or au-dessus des 1150$ et puis un décalage haussier sur l'euro-dollar au-dessus des 1,0465 dû à une consolidation du dollar américain hier après-midi, mais rapidement l'euro et l'or se sont repliés et puis le dollar a repris du poil de la bête. Nous allons donc faire le point sur ces marchés, je répondrai à vos dernières questions et puis ensuite on se retrouvera tous en début de semaine prochaine pour entamer ensemble l'année 2017. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualité marché, le Dow Jones Industrial Average termine en baisse de 0,07% à 19 820 points. Le Dow Jones avait cassé sa moyenne mobile à 7 séances avant-hier. Il a donc donné un petit signal baissier à très court terme. Il est neutre en données journalières, tout comme le S&P 500, tout comme le CAC 40, tout comme le DAX, les indices latéralisant pour finir cette année. Le VIX, qui avait rebondi avant-hier et hier, reste néanmoins sous les 15 points, ne démontrant pas de stress sur les marchés. On a eu une petite consolidation sur les indices, corroborée par une petite hausse du VIX, mais on ne parle pas de décalage puissant. C'est tout simplement des prises de bénéfices de fin d'année. Preuve en est, le CAC 40 latéralise à 4828 points, neutre et attentiste. Il est toujours compris entre les 4810 et les 4860 points, comme depuis 10 jours. Il est donc neutre en attendant les prochains catalyseurs début 2017. Nouveau record annuel du pétrole WTI à 53,15$ en clôture, malgré des stocks supérieurs aux attentes hier. On a eu des stocks qui sont ressortis positifs à plus 600 000 barils, alors qu'on attendait une baisse de plus de 1 million de barils. Malgré tout, le pétrole a réussi à clôturer dans le vert, donc cela montre bien la puissance de la tendance en place et le fait que les acheteurs gardent la main, et ce jusque nouvel ordre. Enfin, l'euro a touché brièvement les 1,0650, profitant d'un manque cruel de liquidité pour décaler à la hausse avant de retomber tout aussi rapidement. D'après certains traders, il se pourrait que ce soit des programmes automatiques qui se soient déclenchés cette nuit sur les marchés asiatiques et qui ont engendré justement ce décalage puissant. L'euro-dollar, en effet, a décalé quand même de 200 points en l'espace de quelques heures. Néanmoins, comme je vous le disais en introduction de cette émission, le dollar s'est repris par la suite et l'euro est de retour sur les 1,05 ce matin. En termes d'actualité macroéconomique, le S&P 500 s'apprête à enregistrer sa plus belle performance annuelle depuis la crise financière de 2008. À partir des plus bas de novembre, donc le jour de l'élection de Donald Trump, il enregistre une performance positive supérieure à 21%, la plus forte variation positive enregistrée par l'indice depuis 2009. Donc on est bel et bien dans un marché haussier, dans un bull market. On a des marchés américains qui s'étaient stabilisés pendant un peu plus d'un an. Et là, on est reparti de plus belle avec des performances à 2 chiffres. Néanmoins, pour tenir cette cadence en 2017, il faudra que les chiffres économiques suivent. Actualité suivante, le marché a effectué une transition, il est passé d'un mode de crainte de récession à un scénario optimiste de reflation, donc selon David Lebovitz qui est Global Market Strategist chez JP Morgan. Donc ça c'est une explication fondamentale que je vous avais déjà expliquée. Lorsqu'on était au 3e trimestre 2016, on enchaînait le 7e trimestre consécutif de baisse des résultats des entreprises du S&P 500.
Et en fait, les marchés étaient vraiment attentistes, ils étaient sous pression, ils n'arrivaient pas à monter parce que justement, on n'anticipait pas une reprise de la croissance ni de l'inflation, on anticipait une continuation de la baisse des résultats des entreprises, et c'est pour ça que les marchés étaient donc délaissés. Et ce qu'il s'est passé depuis l'élection de Donald Trump, c'est que déjà auparavant, quelques semaines auparavant, on avait eu une amélioration des chiffres américains et notamment des chiffres d'inflation. En Europe également, on avait une remontée progressive de l'inflation. Et depuis l'élection de Donald Trump, en fait, les marchés anticipent désormais une reprise économique, une remontée de la croissance aux États-Unis, mais également en zone euro, une remontée des bénéfices aux États-Unis et en zone euro, des hausses de taux aux États-Unis. Donc voilà, on a vraiment changé de panorama fondamental, ou du moins ce sont les anticipations des opérateurs qui ont changé. Elles sont désormais très positives, et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il faudra que la macroéconomie délivre en 2017. Il faudra que les chiffres soient aussi bons que ce que les marchés attendent pour ne pas être déçus. Et puis enfin, le marché boursier brésilien et le Real, donc la monnaie brésilienne, ont connu en 2016 leur meilleure année depuis 2009 avec des gains respectifs de 21,5% et 38,9%. Côté actualité entreprise, Ingenico met un terme à 4 années de hausse et s'apprête à terminer 2016 en baisse de près de 35%. Sur 5 ans, le titre gagne néanmoins encore 175%. Nokia termine l'année en queue de l'indice CAC 40 avec un recul d'environ 30%, victime de la baisse de ses marchés, tout comme l'a été son concurrent Ericsson. Et puis Recyclex a finalisé des financements à hauteur de 67 millions d'euros pour ses filiales allemandes. Aujourd'hui, Recyclex gagnait encore plus de 10% à la Bourse de Paris. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir que là, la volatilité est en train de complètement s'écraser. Pas de hausse de plus de 0,5%, pas de baisse de plus de 0,9%. Donc des marchés qui sont désormais un petit peu endormis en cette dernière séance de 2016. Vous pouvez voir, on avait des divergences, on avait des bancaires dans le rouge, d'autres dans le vert. Donc c'est une séance assez dispersée où même les performances des bancaires sont dispersées. Il n'y a pas de secteur vraiment qui l'emporte ce matin. On est dans une séance sans grande volatilité, sans actualité, sans grande liquidité, volume et opérateur. Voilà, donc les marchés vont globalement s'endormir petit à petit d'ici ce soir. Côté statistiques passées, on a donc eu les chiffres d'inflation en Espagne ce matin à plus 1,5% contre des attentes à 0,9%. Et puis petit rappel par rapport à hier, les inventaires de pétrole sont ressortis à plus 600 000 barils contre des attentes à moins 1,3 million de barils. Et ce jour, un programme de statistiques très chargé avec un seul chiffre économique de moyenne importance. C'est l'indice PMI de Chicago, donc une statistique américaine à 15h45 pour finir l'année. Et puis, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Markets, j'ai sélectionné ce matin un biseau descendant noté 5 sur 5 sur l'IBEX, donc l'Espagne 35, en données 4 heures. La question que je pose est, ce biseau ne serait-il pas une figure de consolidation de la hausse avant un redémarrage de la tendance ? Donc ça, c'est la théorie. En théorie, nous avons ici un mouvement haussier puissant, une consolidation dans une sorte de petit canal baissier de consolidation. Si c'était un canal, on appellerait ça un drapeau. Ici, c'est un biseau descendant, mais l'esprit de cette figure est presque semblable à celui d'un drapeau baissier. C'est une consolidation dans un mouvement haussier principal avec une forte probabilité de sortie par le haut et donc de reprise de la tendance. Si et seulement si les cours sortent par le bas de ce biseau, alors on passerait dans un scénario correctif baissier sur les indices. On va passer sur la plateforme de CMC Markets pour cette deuxième partie d'émission sur les graphiques.
Donc vous avez ici l'indice CAC 40 qui est aussi en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Le CAC 40 a réalisé tout de même depuis l'élection de Donald Trump un magnifique rallye haussier de plus de 12%. Il est venu se stabiliser donc sur les 4830 points. Il est en hausse de 4% depuis le début de l'année. L'année 2016 a été un peu une année pour rien, c'est-à-dire qu'on s'est fait une frayeur en début d'année. On a fait un range tout le long de l'année entre 4000 et 4600 points. Puis on a fini l'année en beauté suite à la resynchronisation des marchés sur un scénario fondamental globalement positif. Tant que le CAC 40 est au-dessus des 4820 points, il est susceptible d'aller challenger les 4850 et d'aller chercher par la suite les 4900 points. Seule une rupture des 4820 points en cours de clôture inviterait à la prudence car cela pourrait engendrer un retour des cours vers le support majeur des 4740 points. Sur le DAX, on se stabilise, on latéralise depuis 8 séances. On est positif au-dessus des 11 400 points, support testé hier et vendredi dernier. Le DAX est dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire et journalière. Il a opéré un beau mouvement haussier depuis le lundi 5 décembre suite au référendum italien. Et puis, on a fini l'année donc ici en hausse, positif. Tant que les cours du DAX sont au-dessus des 11 400 points, on est susceptible d'aller challenger les plus hauts à 11 500 points et de les dépasser en direction des prochaines résistances graphiques que vous voyez ici en rouge. Si et seulement si le DAX casse les 11 400 points dans les séances à venir, c'est qu'une consolidation se met en place sur les indices et on pourrait alors revenir vers les 11 200, voire les 11 150 points, mais nous n'y sommes pas. Attendons de voir si on prend appui sur les supports pour mieux repartir à la hausse ou si ces supports cèdent. Jusqu'à nouvel ordre, pour ma part, techniquement parlant, c'est haussier. C'est d'ailleurs corroboré par l'indice de volatilité, le VIX, qui reste dans une tendance globalement baissière, même si le VIX est passé de 14 à 14,6 en l'espace de 3 jours, c'est-à-dire qu'il a gagné 4%. Je vous rappelle que le VIX est un indicateur par rapport à la volatilité, qui nous donne des alertes par rapport au risque quand il gagne 10, 15, 20, 30, voire 50%. Lorsque le VIX gagne 3-4%, c'est un petit rebond technique dans une série, dans une tendance qui est globalement baissière. On va regarder les indices américains. Vous avez ici le Dow Jones. Donc le Dow Jones, il a cassé sa moyenne mobile à cette séance avant-hier. Il a consolidé, il s'est stabilisé hier, il est positif ce jour, il est enfermé dans un range, le tout dans une tendance haussière de fond. Donc c'est la raison pour laquelle nous faisons une fin de semaine dans le calme, nous latéralisons. On a donné des pré-signaux baissiers avant-hier en cassant une moyenne mobile de très court terme qui nous avait permis pendant 6 semaines de rester globalement positif. Et donc c'est sur une petite note de neutralité qu'on termine l'année. Quant à la suite, n'anticipons pas, seule une cassure des 19 750 points serait baissière et engendrerait plus de dégagement. Tant qu'on est au-dessus de ce seuil, on pourrait très bien aller de nouveau challenger approcher les 20 000 points, voire les dépasser. Le Nasdaq a tenu son support horizontal et est globalement positif ce jour. L'indice, le Russell 2000, l'indice des small caps US est en stabilisation, également. Et le S&P a tenu les 2248 points hier. Il a rebondi et il est positif ce jour. Donc le S&P est lui aussi dans un range neutre sur les 15 derniers jours, le tout dans une tendance haussière de fond. Et on attendra la sortie de ce range pour donner le tempo pour la suite. On va regarder ce qui se passe du côté du marché action. Peu de volatilité ce matin, vous vous en doutez. On a Ipsos qui consolide après avoir enregistré un nouveau plus haut annuel il y a 2 jours. On a Nicox qui consolide de 2% après avoir gagné 6,8%. D'ailleurs, je vous avais parlé avant-hier de Nicox et de Valneva, 2 valeurs qui étaient bloquées sous des résistances. Nicox était bloqué sous les 8,15 et Valneva, on va la regarder sous les 2,90 me semble-t-il. Et les 2 valeurs sont passées en force hier. Nicox a gagné 6,7% hier, Valneva a gagné 6,8%. Donc Nicox a gagné 6,7 hier et en perd 2 aujourd'hui. C'est une consolidation légitime. Zodiac, elle était dans un range, elle a échoué sous la borne haute et elle se replie.
Valneva est ici, donc je vous disais elle était bloquée sous les 2,95, elle a pris 6,8% hier et elle consolide ce jour, ce qui est tout à fait légitime après la hausse d'hier. Après on retrouve des titres comme Eramet qui consolident leur hausse récente, la Deutsche Bank qui est toujours en consolidation suite à sa forte hausse de ces 3 derniers mois. On a un gap ici sur Deutsche Bank peut-être à fermer éventuellement à 16,50 €. Ensuite, dans les hausses, ah bah vous voyez, c'est pas pour rien qu'on est aujourd'hui la veille du Nouvel An. Vranken et Pommery gagnent 3,6% et c'est la plus forte hausse du jour. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Ensuite, Albioma, on a vu qu'elle avait cassé une oblique de résistance hier, elle a continué de grimper par la suite. AK Technologies finit l'année en beauté sur ses plus hauts après avoir eu un parcours haussier tout le long de l'année. CGG, elle s'accroche toujours à la zone des 13,80 €, ses anciens plus bas de février dernier. Areva, qui était sorti d'un triangle par le bas, teste ses plus bas ici de novembre et semble réagir positivement dessus a priori. Donc à surveiller. Ouais, vous voyez, on pourrait voir un triangle de la sorte sur le titre Areva. Et si on tient le support ici à 4,30 et qu'on relance à la hausse, ça pourrait être intéressant à surveiller. Et puis je vais regarder Genfit que Didier me demande. Alors, Genfit, la star des biotech. Eh bien, c'est très neutre, Genfit. N'oubliez pas que Genfit, c'est une valeur biotech. Elle a besoin d'actualité pour avoir de la volatilité. Genfit, globalement, depuis le début de l'année 2016, c'est une tendance baissière, un gros canal baissier. On a réagi favorablement en fait début novembre sur Genfit. On a eu un point bas sur les marchés. Genfit est reparti à la hausse, puis il y a eu des spéculations début décembre sur la possibilité d'une revente de la société, etc. Ce sont des rumeurs qui courent sur le titre depuis un certain temps. Et étant donné que ces rumeurs n'ont pas été étayées, eh bien, la pression haussière est retombée. Tant que Genfit est posée au-dessus des 20,50 €, 20,70 €, globalement, elle est sur support et elle pourrait tenter de décaler à la hausse. Mais vous voyez que c'est très neutre. C'est très neutre et le mardi de cette semaine, on a tenté de décaler à la hausse et très rapidement, les vendeurs se sont présentés. Donc, Genfit, voilà, c'est un titre qui est quand même globalement neutre. Dans une tendance baissière moyen terme, neutre en journalier, en l'absence de catalyseur à court terme, il n'y a pas grand chose à dire sur ce titre. Voilà. On va regarder ce qui se passe du côté des matières premières. Alors, dans les matières premières, on a le coton qui décale à la hausse, toujours inscrit dans un triangle dont on attend la sortie, mais force est de constater que la borne basse qui a été doublement testée depuis 10 jours là, a bien réagi. Le cuivre, il tient sa zone de support et se stabilise, mais pour l'instant il reste sans tendance. Le gaz naturel, il reste globalement haussier tant qu'il est au-dessus de ses plus hauts de la semaine dernière, donc des 3,65. Le sucre brut, il continue son rebond technique après avoir perdu 25% l'espace de 3 mois. Attention néanmoins, on arrive sur les 19,5 cents. C'est une résistance qui date du mois d'août et qu'on a aussi pas mal travaillé au mois de décembre. Donc attention, on a eu un mouvement haussier, un mouvement baissier correctif, là un mouvement haussier correctif et on arrive sur une zone de prix clé ici à 19,5. Hop, voilà. Donc le sucre est à la croisée des chemins. Le Brent est sur ses plus hauts annuels. Il a clôturé hier sur un nouveau record annuel au-dessus des 56 $. Le blé, il est monté fortement il y a 3 jours. Il a consolidé il y a 2 jours. Hier, on se reprenait. Aujourd'hui, il est bien orienté. Globalement, c'est toujours positif ce qui s'est passé cette semaine. Après une belle appréciation des cours mardi, les acheteurs ne semblent pas redonner la main. Donc on a les prémices d'un retournement à la hausse pour l'instant qu'il faudra confirmer par des éventuelles cassures de résistance. Les cours de l'argent et de l'or
rebondissent un petit peu, profitent de la latéralisation des indices et la consolidation du dollar. Néanmoins, on est loin de pouvoir parler d'un retournement haussier, on parle d'un rebond technique de court terme dans une tendance baissière. Le riz, alors le riz, ça reste quand même une des configurations techniques en termes de timing les plus intéressantes à suivre dans les séances à venir. Nous sommes sur les plus bas annuels, ce sont également les plus bas de 2015, c'est une grosse zone de support. On a encore une fois, semble-t-il, testé positivement cette zone de support toute la semaine et les acheteurs s'y sont présentés. On a une divergence haussière sur les cours du RSI. Donc tant que les cours du riz protégeront les 9,10 cents les plus bas de cette semaine et qui seront aussi les plus bas annuels, la probabilité d'une tentative de retournement à la hausse est forte. Si et seulement si on casse ce seuil qui est juste sous nos pieds à 9,10, alors il y a des risques de décalage baissier de nouveau et d'invalidation des perspectives haussières. Donc le riz en termes de timing, j'ai bien dit, est assez attractif puisqu'il est très proche d'un niveau clé. L'or donc a profité d'un manque de liquidité d'opérateurs cette semaine. Dès mardi, je vous disais qu'on avait peu de liquidité et que même si les indices et le dollar n'avaient pas décalé, l'or tentait de décaler à la hausse. Donc là, c'est clairement des prises de bénéfices de vendeurs. On est passé de 1340 à 1125 $. On a perdu plus de 200 $ en l'espace d'un mois et demi. Donc on assiste à des prises de bénéfices et à un peu de spéculation à la hausse sur l'or. On avait bloqué sous les 1150 hier, un breakout a eu lieu, une accélération a eu lieu et donc voilà, on a réussi à toucher 1160 $. Tant que les indices resteront en latéralisation et si le dollar reste un petit peu sous pression, l'or peut en profiter. Tant qu'on est au-dessus des 1150 $, les acheteurs ont à court terme repris la main et on pourrait potentiellement viser les 1180 $ si on pense que les indices en début d'année vont continuer de consolider, vont casser leurs supports de court terme et vont aller chercher les supports journaliers. Alors Brigitte dit donc l'or ne descendra pas. Brigitte, l'or est en tendance baissière de moyen terme, en tendance baissière journalière, mais comme nous l'avons vu ensemble dans l'analyse que j'ai rédigée il y a 10 jours et dans celle que j'ai rédigée en ce début de semaine, il était clairement dit qu'on est sorti d'un canal baissier, que les acheteurs ont la main au-dessus des 1135 $. Ensuite, je vous ai dit qu'on avait une résistance à 1000... Ah non, là vous me parlez de long terme, c'est tout à fait différent, Brigitte. L'or peut très bien rebondir de 1130 à 1180, voire à 1200, avant de descendre à 1000 $. Pour que l'or puisse se valider un retournement long terme, il faudrait casser les 1350, les 1370 $ les plus hauts annuels. En long terme, on a sur l'or un canal baissier en place en données mensuelles ici. Voilà. Et tant que les cours de l'or à long terme sont dans ce canal baissier, il y a des risques baissiers. Donc si et seulement si l'or se retourne, casse les 1200, remonte à 1350, casse les 1350, là on peut se retourner à long terme, revoir les plus hauts historiques, etc. En attendant, ça reste baissier, même si on fait un petit rebond technique à court terme. Il y a des supports à surveiller, c'est les 1130 $, on les a touchés, ça a réagi positivement cette semaine. Si on devait les casser à les plus bas, il y a les prochains supports sont à 1050, 1000 $, etc. Mais vous savez Brigitte, on en reparlera et je pense qu'à cet effet, on a un webinaire la semaine prochaine qui va beaucoup vous intéresser sur l'or et l'argent, où on parlera des perspectives de court, de moyen et de long terme. Donc comme ça, je pense que la question sera bien étayée. La réponse sera bien étayée en tous les cas. Ensuite, le jus d'orange. Alors le jus d'orange, il a consolidé de plus 15% en l'espace d'un mois. Il est revenu sur ses plus bas d'octobre et il y réagit pour le moment. Donc attention ici, un chandelier haussier, un avalement du chandelier de la veille. C'est donc un chandelier qui nous avertit d'une potentielle fin de baisse de court terme après une consolidation de plus de 15%. Donc on avait cassé une oblique, donner un signal de court terme, casser une oblique, donner un signal de moyen terme, et on est revenu sur un support de moyen terme. Voilà, donc on a une phase, un échec, un signal, deux signaux et un objectif majeur atteint. Ensuite, les bovins engraissés, ça reste positif. Il
faudrait voir si on arrive à dépasser les plus hauts des 6-7 derniers jours. Ça pourrait engendrer une nouvelle accélération haussière. En tous les cas, c'est possible tant qu'on tient les plus bas de la semaine. Le maïs, c'est toujours un range. Et le palladium, il consolide. Même sur les métaux précieux, il y a des disparités, comme sur les bancaires. Vous avez le platinium qui monte et le palladium qui baisse. Vous avez Crédit Agricole qui monte et Société Générale qui baisse. Bref, vous voyez, on est vraiment dans des marchés de fin d'année dans lesquels parfois cela manque un petit peu de logique. On va dire que c'est des ajustements de marché en fin d'année. Et puis pour finir, donc les devises. Eh bien, les devises, le principal mouvement, c'est cette consolidation du dollar américain. Le dollar américain a consolidé hier, il s'est fait une frayeur, c'est ce qui a permis à l'or de décaler à la hausse, à l'euro-dollar de décaler à la hausse, à l'USD-yen avait décalé à la baisse donc. Mais vous voyez que l'USD-yen est revenu en fait chercher les 116 et il est déjà de nouveau ce matin à 117,08. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que hier, on s'est fait une petite frayeur sur le dollar qui a baissé. Ça a engendré des rebonds techniques puissants sur l'euro-dollar notamment et puis sur l'or. Mais une nouvelle fois, encore ce matin, les opérateurs prennent note du fait que la tendance est haussière, qu'on était sur support et ils se sont replacés à l'achat sur le dollar et le dollar est reparti à la hausse et l'euro-dollar est reparti à la baisse. D'ailleurs, les paires en dollars, on va les regarder. Donc là, vous avez le dollar australien. Donc le dollar australien a réussi à casser ses plus hauts d'avant-hier et ça l'a fait accélérer cette nuit, mais il est redescendu tout aussi rapidement puisqu'il est dans une tendance baissière de fond. L'euro-dollar, c'est la même chose. Il a cassé les 1,0464 hier, ça l'a fait accélérer à 1,0530, il les a cassés aussi et on a eu une mèche, une accélération cette nuit, ça a duré 1 heure. Des robots de trading qui se sont déclenchés et ça a engendré une remontée vers 1,0650 sur l'euro. Voilà. Donc attention, on en a déjà parlé au mois de décembre. L'euro-dollar au final n'a pas cassé ses plus bas en cours de clôture mensuelle. Il n'a pas cassé ses plus bas à 1,0465. En cours de clôture hebdomadaire, vous voyez, on a un chandelier rouge sous le support, un doji, une consolidation, puis un redémarrage haussier. Ça ressemble un peu à l'esprit d'une étoile du matin. Et donc, il faut se méfier de l'euro parce que même si le dollar est dans une tendance haussière, même si les fondamentaux américains sont bons, il y a eu beaucoup d'anticipation des opérateurs sur le dollar et les fondamentaux américains. Et il n'est pas dit que le dollar continue de monter en ligne droite. Donc il n'est pas dit que l'euro baisse aussi facilement que cela. Et encore une fois, alors que 90% des analyses de banque visent la parité, l'euro fait l'inverse. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris puisque je vous l'ai répété un bon nombre de fois entre l'année dernière et cette année. À chaque fois que le consensus passe clairement baissier sur l'euro, que fait l'euro? Il remonte. Il fait l'inverse. Et quand on a cassé les 1,0... 5,20 puis les 1,0465 il y a à peu près une semaine ou deux et que tout le monde visait la parité, je vous ai bien dit, faites attention quand tout le monde voit l'euro baisser, il adore mettre un coup de corne à la hausse. Alors Pedro me dit par rapport à l'USD-Yen, quel pourrait être l'objectif? Alors l'USD-Yen est en tendance haussière, donc les objectifs sont les résistances suivantes en théorie. Donc vous prenez le graphique de l'USD-Yen, vous voyez qu'on a un canal haussier, un canal de consolidation. Si et seulement si on sort de ce canal, donc de ce drapeau baissier par le haut, l'objectif c'est de reprendre le mouvement principal. Pour trouver des résistances, il faut revenir dans le passé. Donc on revient vers l'année 2015. On voit bien que les 120 ont été très travaillés en 2015 et que ça correspond à un seuil psychologique, donc ce sera un premier objectif graphique. Et ensuite, on retrouve ici cette zone travaillée en janvier 2016 et puis en octobre 2015, ici vers 121,50. Donc si vous voulez définir des objectifs, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez donc un support à 116, un deuxième support à 115,30, une résistance à 117,50. Si la résistance casse, le prochain objectif, ce sont les plus hauts à 118,70, puis le seuil psychologique des 120, puis la prochaine résistance technique graphique à 121,50. Bien évidemment, il devient de plus en plus complexe d'être
fortement haussier sur l'USD Yen comme sur les indices, alors on a grimpé pendant pratiquement 2 mois en vertical. Mais l'analyse technique nous enseigne qu'il ne faut pas anticiper. Pour l'instant, la tendance est haussière, et tant qu'elle le sera, eh bien, les risques haussiers resteront prépondérants. Marc me dit: bonjour Nicolas, je me prends tard, mais pensez-vous qu'on puisse évoquer les plus hauts sur le FTSE? Bien évidemment Marc, donc le FTSE, l'indice anglais, est sur ses plus hauts annuels, mais ces plus hauts annuels sont aussi des plus hauts historiques, puisque le FTSE retrouve la zone des 7100-7130 points, ce sont les plus hauts de 2015 ici. Alors le FTSE, ça a toujours été un indice intéressant. Je vais prendre un graphique complètement vierge, et on va le regarder ensemble en données mensuelles, et on va le regarder ensemble en données mensuelles sur 20 ans. Voilà, le FTSE, je trouve que c'est un des indices les plus représentatifs des cycles boursiers qui sont, quant à eux, le plus souvent synchronisés avec les cycles économiques. Donc on a eu une montée du marché action jusque dans les années 2000, puis on a eu l'éclatement de la bulle, on a eu 2 à 3 années de baisse, puis la guerre en Irak, un retour dans un marché haussier jusque 2007-2008, on a la crise des subprimes, puis on baisse, puis à partir de 2009, on a une lente et progressive reprise jusque 2015. Entre 2015 et 2016, on a consolidé sur beaucoup d'indices pour revenir en fin 2016 sur les plus hauts annuels et sur les plus hauts surtout historiques. Donc le FTSE est de nouveau sur ses records historiques. Peut-il les casser? La réponse est bien évidemment oui. Il est dans une tendance haussière, donc il est susceptible de pouvoir le faire. Mais la question, pour moi, ne réside pas là. La question est de se dire, y a-t-il un potentiel haussier conséquent? Et l'autre question, c'est, n'étant pas à la fin d'un cycle? À la fin d'un cycle haussier, à la suite duquel un cycle baissier pourrait prendre le pas. En effet, vous pouvez voir que graphiquement, on a 3 ans de baisse, 7 ans de hausse, 3 ans de baisse, 7-8 ans de hausse, et c'est ainsi depuis 50 ans sur les indices. Donc 2017 sera une année particulière parce que 2017 sera potentiellement l'année du retour de l'inflation, de la croissance, des hausses de taux aux États-Unis, etc. C'est ce qu'ont envie d'espérer les marchés et les opérateurs. Si c'est le cas, c'est bien, on continuera de grimper. Mais si 2017 doit voir l'éclatement de la bulle financière chinoise, si 2017 doit connaître des exacerbations de tensions géopolitiques avec les États-Unis, si en 2017 Trump ne délivre pas et que la croissance et l'inflation ne repartent pas comme espéré par les opérateurs en cette fin d'année, eh bien, la probabilité que 2017 soit aussi le tournant de ce marché haussier reste forte. Donc 2017 sera une année, je pense, palpitante. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie tous chaleureusement donc d'être venus, d'être toujours présents, les aficionados au quotidien qui me retrouvent depuis maintenant plus d'1 an. Merci à tous. Bon réveillon à tous, merci pour vos remerciements et puis encore une fois l'équipe de CMC Markets vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon et on se retrouve la semaine prochaine en forme pour suivre ces marchés en 2017. Au revoir à tous.